Une rencontre avait lieu samedi 26 octobre 2019 à la librairie Ombre Blanche avec le philosophe et auteur Francis Wolff pour la parution de son ouvrage Plaidoyer pour l'universel aux éditions Fayard. Le débat était organisé en partenariat avec le GREP Midi-Pyrénées, groupe de recherche pour l'éducation et la prospective. Bonjour, bienvenue. Merci d'être venu ce samedi après-midi de grand beau. On finira la conférence, je pense qu'il sera encore temps de s'installer en terrasse et de profiter du soleil. Merci au GREP d'avoir organisé cette rencontre avec Francis Wolff, qui nous fait le plaisir de revenir à la librairie. Je sais que certains d'entre vous sont des arpenteurs assidus de son œuvre. On a beaucoup de clients qui viennent en magasin nous parler de vos livres successifs et qui vous suivent régulièrement. Merci d'être donc venu pour présenter ce plaidoyer pour l'universel qui est paru il y a très peu de temps. Merci à Sybille Géraud d'avoir accepté d'animer cette rencontre et de lancer le débat auquel j'espère vous participerez toutes et tous. Je laisse la parole au GREP pour présenter le cycle de conférences et de rencontres qu'ils organisent. J'en ai pas pour longtemps. Je disais tout à l'heure à Francis Wolff qu'il y a deux ennemis pour le GREP, c'est le beau temps et le rugby. Alors, si vous ne savez pas que tout à l'heure, Francis Wolff fait une conférence à 17h au GREP, venez. C'est à l'école de commerce qu'on appelle aujourd'hui TBS, Toulouse Business School, parce que bon, il faut être in. Alors, pourquoi nous avons fait venir M. Wolff ? Parce que nous avons mis en place une réflexion qui est liée un peu, si vous voulez, à tout ce baratin qu'on entend autour de l'intelligence artificielle pour essayer de remettre l'humain un petit peu en avant, quoi. Donc, on a fait un cycle de réflexion qui s'intitule « L'intelligence du vivant ». Et Francis Wolff va ouvrir en nous expliquant, j'espère, pourquoi nous sommes intelligents, nous les hommes. Alors, très rapidement, j'ai mis sur la chaise à droite en sortant, là, des flyers, encore un mot anglais, qui donnent, si vous voulez, la liste des événements concernant le cycle, plus quelques programmes complets du GREP. Alors, c'est un partenariat avec le Muséum. Donc, je le signale parce que 3 conférences vont se passer au Muséum. La prochaine, d'ailleurs, avec Martin Jurfia, qui va nous parler des différentes formes d'intelligence. Au Muséum, ça sera de 12h30 à 14h, ce qu'ils appellent les midi-sciences. Alors, c'est pour ça que je le dis, parce que l'horaire est particulier. Voilà. Bon, donc je vais pas en dire plus, mais je vous invite vivement à nous rejoindre tout à l'heure à 17h. Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui, c'est bon. Bonjour Francis Wolff. Bonjour. Donc vous êtes professeur émérite à l'École normale supérieure. Aujourd'hui, nous allons parler donc de Plaidoyer pour l'universel, publié chez Fayard, qui fait suite à votre essai, d'accord, qui intitulé 3 utopies contemporaines, toujours chez Fayard. Donc dans ce livre, vous poursuivez un petit peu votre réflexion philosophique et anthropologique pour défendre ici l'humanisme et l'universel. Pour ça, vous partez d'un paradoxe qui est assez frappant et intéressant. Non seulement, là, le premier, c'est que nous sommes évidemment conscients de former une humanité, un tout. Donc il y a l'abolition des distances physiques, il y a une forme de proximité grâce aux informations et aux médias. Et en même temps, une difficulté majeure, car il y a des replis identitaires sous plusieurs formes qui se manifestent partout dans le monde. Les radicalités religieuses, des nationalismes qui prennent une forme à chaque fois complètement différente, un repli identitaire majeur, des xénophobies, etc. Donc, il semble assez compliqué de penser l'universel aujourd'hui, donc pour ces raisons-là. Et en plus, la multiplicité des cultures vient faire obstacle à une définition de l'universel. La multiplicité des croyances populaires et religieuses, si j'ose dire.
Et en plus, je trouve l'affirmation, le règne un petit peu, on va dire, de l'opinion contre la vérité, contre un principe de vérité. En plus, il y a la globalisation du monde, donc fait que le monde est de plus en plus éclaté, en réseau. Une autre difficulté pour penser l'humanisme, comment le penser face à l'animalité, où on découvre de plus en plus de choses grâce aux sciences du vivant, où les frontières sont de plus en plus floues. Et comme vous le mentionnez, comment penser l'humanité, l'humanisme, au niveau d'une frontière qui est de plus en plus restreinte entre l'homme et la machine. Donc, plusieurs difficultés, déjà. Et à cela se rajoute, parce que vous les surmontez à chaque fois, donc à cela se rajoute le concept d'humanisme. Quand on parle d'humanisme, on pense évidemment à l'humanisme des Lumières. Et forcément, première objection, un premier problème, est-ce que cette conception des Lumières n'est pas un petit peu éculée, un petit peu désuète ? Est-ce qu'elle n'est pas non plus anthropocentriste, ethnocentriste ? Donc une pensée d'un monde occidental blanc, d'hommes blancs, et contre le reste du monde, sachant que la pensée occidentale est la pensée dominante. Donc voilà, première difficulté. De plus, avec les préoccupations écologiques, ne faut-il pas placer l'homme au centre de la nature, plutôt que de parler d'humanisme, mais de le replacer dans un système, dans son écosystème, donc dans un système écologique. Donc face à toutes ces difficultés-là, ma première question, est-ce qu'on peut vraiment parler à l'heure actuelle d'un universalisme humaniste ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire l'humanité ? Alors merci de cette entrée en matière, merci aussi à Ombre Blanche de cette invitation, merci à Jean-Pierre Rouzière de sa propre invitation qui fait que je me trouve ici en Ombre Blanche avant la conférence que je dois faire tout à l'heure à 17h. Alors vous avez fort bien résumé l'ensemble des problèmes auxquels se heurte l'humanisme universaliste, et auquel, en effet, je tente de répondre d'une manière d'ailleurs progressive au fur et à mesure du livre, puisque je pars des questions les plus évidentes, les plus contemporaines, les plus actuelles, pour approfondir du côté des fondements les plus philosophiques et les plus généraux. Alors je commencerai par, peut-être dans l'ordre où vous les avez pris, plus ou moins, répondre à ces différentes questions. En effet, vous avez remarqué que je pars d'un paradoxe, qui est en effet le suivant. Jamais nous n'avons eu, dans toute l'histoire de l'humanité, autant conscience de former une seule humanité. C'est dû à beaucoup de facteurs, la globalisation économique, bien entendu, mais aussi le progrès exponentiel des techniques de communication et d'échange et de transport, à tel point que un tsunami aux antipodes, nous le savons immédiatement, et même des réseaux à la fois de compassion et de solidarité peuvent s'exprimer. Bien entendu, vous avez rappelé l'importance considérable des réseaux sociaux, dans leur aspect positif comme négatif, et ce n'est pas le sujet d'en faire le procès. Mais tout cela concourt à l'idée que nous avons véritablement un sentiment d'unité de l'humanité. Nous pouvons instantanément communiquer avec quelqu'un au fin fond de l'Afrique ou de la Corée du Nord. Ça n'est jamais arrivé. On devrait constater en même temps une plus grande conscience de former cette humanité et donc un plus grand sentiment humaniste. Ne serait-ce que pour ces raisons auxquelles il faut en ajouter une autre immédiatement, c'est que ce sentiment de proximité que nous avons les uns vis-à-vis des autres est parallèle avec, au fond,
la fin des grandes divisions que nous avons pu connaître du monde au temps de la guerre froide, par exemple, où le monde était divisé en deux. Bon. Et pourtant, on constate exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans les idées, on constate l'inverse. Un repli identitaire, vous l'avez signalé, un progrès des nationalismes divers partout. Vous consultez la carte du monde et les cartes non seulement politiques, mais les cartes des alliances ou des guerres éclatent tous les jours des revendications de communautés, de différentes nationalités, de différents nationalismes. Alors évidemment, certains théoriciens disent « bah oui, l'un est la résultante de l'autre ». C'est parce qu'on se sent de plus en plus happé par la globalisation, de plus en plus écrasé par quelque chose qui semble plus fort que nous, qui est cette espèce d'uniformisation globale, que chacun se retranche sur sa petite identité, voire sur sa grande identité, car évidemment, on ne veut pas être mangé tout cru par la machine globalisante. Il me semble que cette explication est beaucoup trop courte. Elle est totalement insuffisante. D'une part, parce que, a priori, rien n'oppose l'idée de former une seule humanité, d'un côté, et l'idée qu'il y a une très grande diversité culturelle. Il n'y a pas de contradiction, a priori, à se sentir parfaitement toulousain, occitan, français, européen, et de constater par ailleurs qu'il y a une conscience d'humanité. Car la globalisation est une chose, mais la conscience de former une seule humanité en est une autre. Je crois qu'il faut aller chercher ces difficultés d'une façon un peu plus profonde. Et vous avez signalé quelques-uns des obstacles auxquels on se heurte aujourd'hui. Premier obstacle, je les prends dans le désordre. Première difficulté, pourquoi nous assistons à ces replis ? Je crois, en dehors des raisons politiques immédiates sur lesquelles nous n'allons pas nous appesantir, il y a d'abord que l'idée d'humanité elle-même se heurte à des difficultés intrinsèques. Le XXe siècle, le siècle dernier, a été le grand siècle de la physique. Les grands espoirs et les grandes craintes étaient liés à la physique. Les grands espoirs des conquêtes techniques qu'apportait la physique et les grandes craintes, par exemple la bombe atomique, qui était la grande crainte liée au développement de la physique. Depuis le tournant du XXIe siècle, nous avons une autre science qui est reine, c'est les sciences biologiques. Avec le progrès des sciences biologiques, nous avons des nouveaux modèles qui se sont imposés, y compris pour étudier les êtres humains ou l'homme. C'est des modèles neuroscientifiques. C'est-à-dire qu'il y a eu un progrès considérable de neurosciences et on voit tout à travers l'idée de patrimoine génétique, de l'étude du cerveau. Or, au niveau de l'étude du cerveau, l'idée qu'il y a une différence absolue d'un côté entre l'humanité et l'animalité perd un peu son sens. Et c'est pour ça qu'on voit fleurir depuis quelques années énormément de mouvements qui revendiquent un continuum parfait entre l'homme et l'animal, et même qu'il ne devrait plus du tout y avoir de barrière. C'est les mouvements antispécistes, par exemple. Et d'un autre côté, on constate que du côté homme-machine, là aussi, la barrière semble de plus en plus ténue, et on constate des mouvements, au contraire, qui revendiquent le transhumanisme ou le post-humanisme, c'est-à-dire l'idée que d'ici quelques décennies, l'homme et la machine pourront s'unir dans un homme bionique, on pourra vaincre toutes les maladies et pourquoi pas devenir immortel. Si vous voulez, je me plais souvent à dire que l'image traditionnelle qu'on a héritée de la philosophie ancienne, c'était que l'homme était défini par deux limites. D'un côté, il y avait la distinction des hommes et des animaux, et d'un autre côté, des hommes et des dieux.
c'était pour les Grecs 3 espèces de zoa, 3 faunes, 3 espèces d'animaux ou de vivants. Alors, les hommes avaient en commun avec les animaux du dessous, si je puis dire, d'être mortels, ce qui les opposait aux dieux, mais ils avaient en commun avec les dieux d'être rationnels, ce qui les opposait aux animaux. C'est comme si ces deux types de barrières, depuis le tournant du XXIe siècle, s'étaient écroulés. La barrière homme-animal, de plus en plus, est floue, et la barrière homme-dieu, en tout cas homme-machine, qui pourrait nous rendre immortels, comme des dieux, elle aussi tend à s'écrouler. Donc l'idée d'humanité, d'un point de vue scientifique et du point de vue des représentations, se porte mal. Après tout, certains disent pourquoi la morale ne serait pas beaucoup plus englobante et n'irait pas bien au-delà de l'humanité. Alors deuxième chose, deuxième obstacle, si vous voulez, que vous avez aussi rappelé, l'idée d'universel se heurte à des critiques que j'appellerais politiques, idéologiques, philosophiques. C'est-à-dire on reproche à l'universel soit d'être trop universel, soit de ne pas l'être assez. Trop universel, en ce sens qu'on oublie, dit-on, quand on parle de l'humanité en général, oui, mais vous oubliez essentiellement que sous couvert de l'universel ou de l'universalité, on dit tous les hommes, mais en réalité, c'est trop englobant, il faudrait d'abord et avant tout parler des minorités. Il faudrait, quand on parle de l'universel, en fait, on se réfère toujours à l'homme blanc, dominant, occidental, etc. Donc, il faudrait voir le niveau en dessous, les dominés, les subalternes, les femmes, les racisés, comme on dit, à gauche et à droite. Ça, c'est ce qu'on dit à gauche, et ce qu'on dit à droite, c'est il faut voir le niveau en dessous, c'est-à-dire les identités constitutives que sont les nations, les ethnies, les cultures, etc. Donc l'universel, finalement, est mal vu, et très souvent on reproche en plus à l'universel d'être un faire-valoir de quelque chose, on se cache, j'allais dire même, c'est parfois un simple cache-sexe, dit-on, l'universel pour dissimuler les entreprises de domination. Après tout, c'est vrai, le colonialisme s'est abrité derrière l'idée qu'il fallait apporter la civilisation à ces pauvres êtres, n'est-ce pas, inférieurs à qu'on allait libérer, parce que nous étions, nous, les colonisateurs, nous étions porteurs de la science, de la raison, etc. Donc, il fallait, quelque sorte, au nom de l'universel, écraser le particulier. Parfois, on reproche aussi à l'universel de ne pas être assez universel. Et c'est ce qu'on entend aussi. J'ai signalé, par exemple, les mouvements antispécistes, que en réalité, on dit l'homme, mais le véritable sujet, ça devrait être au-delà de l'homme, l'animal, ou peut-être même le vivant. Il faudrait avoir le même respect, ou la nature. Il faudrait donc sortir de ce préjugé anthropocentrique qui, alors certains disent, date du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, etc., peu importe. Donc l'universel est attaqué des deux côtés. Alors, voilà quelques-unes des difficultés auxquelles on se heurte quand on fait, comme je me le suis proposé, un plaidoyer pour l'universel. Alors, là j'ai résumé les difficultés. Peut-être faut-il commencer à entrevoir la manière dont je tente de les résoudre. Sauf si vous voulez rebondir. Alors, première observation, l'universel et les cultures particulières. Alors, non seulement je soutiens qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la défense des cultures locales, régionales, particulières et l'universel, mais je dirais même que l'universel est la condition de l'existence du particulier ou des cultures particulières. Je vais prendre un exemple.
qu'est-ce qui peut garantir, depuis le XVIe siècle, disons, et je parle au XVIe siècle, pourquoi ? Parce que c'est l'époque des guerres de religion. Comment est-on sorti des guerres de religion ? Est-ce qu'on est sorti des guerres de religion en disant, eh bien, je parle de celle du XVIe siècle, est-ce que c'est le catholicisme qui va définitivement s'imposer au protestantisme ou le protestantisme ? Bon, ça aurait été une fausse victoire de l'universel. Ça aurait été ce que j'ai appelé l'universel cache-sec, c'est-à-dire celui qui impose ses lois, ses normes, ses façons de penser aux cultures particulières. Eh bien, on a inventé à ce moment-là un concept qui s'appelle la tolérance. Concept de tolérance, ça ne signifie pas que vous cessiez de croire à votre foi très intime, personnelle, vigoureuse, catholique ou protestante, je prends cet exemple-là puisque j'en suis au XVIe siècle, mais que vous admettiez qu'elle ne peut s'exprimer que dans un monde dans lequel d'autres puissent aussi exprimer leur foi. Et autrement dit, il faut que vous recouriez à ce que j'appellerais un universel de second degré pour admettre la coexistence même des différentes foi, des différentes croyances. Deuxième exemple, qui va dans le même sens, l'idée de laïcité. L'idée de laïcité, qui a été une invention beaucoup plus tardive, au XVIIIe siècle, ça n'est pas, et puis qui a été renouvelée en France en 1905, etc., ça n'est pas l'idée que l'on croit moins à ce à quoi on adhère. Cela signifie que votre adhésion n'a de sens que dans un monde dans lequel d'autres puissent aussi exercer leur culte ou leur foi. Autrement dit, il faut que vous recouriez à un degré au-dessus de votre culture particulière pour admettre la diversité. Et ceux qui refusent cette diversité, eh bien, c'est ce qu'on appelle des fanatiques. Le fanatisme, c'est précisément l'idée qu'il n'y a qu'une seule foi valable, une seule culture valable. L'idée même, et je prends un troisième exemple, l'idée même de démocratie suppose la possibilité de la coexistence des opinions contradictoires. Et cette possibilité de coexistence, c'est l'appel à un universel que j'appellerais formel au-dessus de la diversité des croyances, des cultures. Je vais prendre un tout petit exemple. Est-ce que c'est au sein du nationalisme français le plus centralisateur qu'ont pu s'exprimer les différentes cultures et les différentes langues régionales? Pas du tout. C'était un faux universel. C'est à partir du moment où, par exemple, on a élargi l'idée de nation aux frontières, par exemple, de l'Europe, que dans l'Europe se sont mis à exister des langues et des cultures particulières. Il n'y avait pas, avant l'idée même d'Europe, de défense possible du catalan, de l'occitan, etc. Autrement dit, il faut toujours que vous remontiez d'un degré pour que les cultures particulières puissent exister. Autrement dit, réponse à une première objection, l'universel n'est pas l'écrasement des cultures particulières, c'est la condition de leur coexistence. La condition de leur coexistence. C'est seulement si vous considérez que votre culture est la seule et l'unique que vous confondez les deux niveaux. Autrement dit, l'idée de diversité est coextensive de l'idée d'universalité. Voilà un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, est-ce que tout universel est une forme d'asservissement, est une forme d'écrasement. Prenons l'exemple du colonialisme. Alors c'est vrai, encore une fois, que certaines entreprises se sont abritées derrière un faux universel. Mais ça n'est pas toujours le cas. Premièrement, les entreprises les plus totalitaires, loin de s'abriter derrière l'universel ou derrière l'idée d'humanité, au contraire, revendiquer le fait qu'il fallait exterminer, par exemple, les juifs, les tziganes. Vous voyez ça encore, des formes d'épuration ethnique telles qu'il y a eu
dans l'ex-Yougoslavie ou tel qu'il y a dans certaines contrées d'Indonésie, etc. Donc, ça n'est pas toujours le cas. Et d'autre part, et surtout, j'ajouterai un point très important. Au nom de quoi luttent les minorités ? Prenons un exemple qui, je reconnais, peut être discuté, mais prenons l'exemple des luttes féministes. Il y a deux façons de les interpréter. Et, par exemple, vous pouvez dire que toute lutte féministe lutte contre la domination patriarcale. Très bien. Mais est-ce que cette lutte contre la domination patriarcale, elle se fait au nom de quelque chose qui serait une nouvelle domination, qui serait matriarcale, par exemple ? Je ne connais pas de féministes qui le revendiquent. Et, au fond, une lutte de libération ne peut se faire qu'au nom de l'universel, c'est-à-dire ne peut lutter que contre toute forme de domination d'un sexe sur un autre ou d'un genre sur un autre, et non pas pour remplacer une forme de domination par une autre. De la même façon, j'ai pris comme exemple les luttes à Saint-Domingue, les luttes de Toussaint Louverture contre l'esclavage. Ils n'ont pas lutté pour libérer les esclaves ou les colonisés du joug du colonialisme, si ce n'est au nom de l'universel, c'est-à-dire de la fin de toute forme d'asservissement. Autrement dit, l'universel doit et ne peut être que le seul but de libération des minorités. Voilà un deuxième type de réponse que je fais aux critiques de l'universel. Vous voulez Oui, c'est ce que vous dites. J'aimerais bien revenir justement, c'est ce que vous dites dans votre livre, donc c'est page 58, justement, donc, d'une collectivité quelconque ou d'un être humain suppose qu'on ne reconnaisse pas en eux l'humanité, c'est-à-dire leur part d'universel. Est-ce que vous pourriez un petit peu me commenter cette idée-là de quand on refuse à quelqu'un, donc qu'est-ce que la part d'universel ? Pour reformuler ce que vous dites, mais pour comprendre le critère. C'est-à-dire que notre part d'universel, alors ça c'est toute la dernière partie du livre, c'est la part par laquelle vous et moi, je ne vous connais pas, vous ne me connaissiez pas il y a un quart d'heure, nous pouvons entreprendre de discuter. Nous pouvons entreprendre de dialoguer. Nous pouvons entreprendre de dialoguer avec quiconque, quel qu'il soit. Autrement dit, l'universalité de l'humanité, elle n'est pas ni en vous, ni en moi, elle est dans la relation possible que tout être humain peut avoir avec tout être humain parce que nous sommes dotés d'une faculté très particulière qui n'est ni en vous, ni en moi, ni en personne. Elle est dans la relation que nous avons entre nous parce que la forme de raison ou d'intelligence passe par la relation à autrui et par la capacité que nous avons non seulement de dialoguer, de nous répondre, de dire oui ou de dire non, que j'ai avec tout autre être humain, quel qu'il soit, et même quelle que soit sa culture et quelle que soit sa langue. Car on constate qu'en dépit de toutes les objections qu'on peut faire à la pluralité des langues, eh bien, quand on voyage, quand on rencontre des gens, des peuples qui appartiennent ou supposés appartenir à une toute autre culture et une toute autre langue, nous pouvons toujours nous entendre et nous comprendre. Je ne dis pas que c'est immédiat, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est cette faculté que nous portons en nous, cet accès que j'appelle à l'universel. Il se passe par la capacité que nous avons tous de nous adresser à quiconque et qui fait que par là même, nous partageons quelque chose qui s'appelle l'humanité et que nous ne partageons pas avec d'autres êtres, quel que soit l'amour et l'affection qu'on peut leur porter, par exemple nos animaux de compagnie. J'ajouterai un point très important qui était une autre objection auquel vous avez fait allusion et auquel je n'ai peut-être pas encore répondu et qui va justifier un petit peu le point que je viens de signaler. Comment
pendant très longtemps, j'ai parlé du XVIe siècle, la notion de tolérance. Vous avez fait allusion au XVIIIe siècle, les Lumières. Comment, pendant grande partie de l'histoire occidentale, on a justifié l'idée que nous formons une seule humanité? La réponse était simple, elle était religieuse. Pendant, disons, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, il y avait l'idée que nous étions tous également des créatures d'un Dieu qui nous avait fait tous égaux. Bien entendu, cette idée qui était dominante s'accommodait très bien des guerres de conquête ou s'accommodait très bien de l'extermination des Indiens, etc. Mais en tout cas, il y avait un fondement à l'idée d'humanité qui était nous sommes tous des créatures divines. Quand cette idée s'est affaiblie au cours du XVIIIe siècle, quand la possibilité de ne plus croire est devenue évidente, une autre idée est venue se substituer à celle d'un Dieu, disons, qui nous aurait fait tous égaux. C'était l'idée que nous sommes tous naturellement égaux. C'est-à-dire l'idée de nature est venue s'imposer. C'est ce qu'on trouve encore dans les déclarations des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Tous les hommes naissent et demeurent naturellement égaux. Bien entendu, c'était aussi une idée faible parce que chacun voit bien que la nature ne nous a pas fait égaux. Ni en force, ni en taille, ni en intelligence, ni surtout en accès aux biens ou accès aux différents droits. Par conséquent, il y avait l'idée que néanmoins, nous formons une humanité, une communauté naturelle d'êtres égaux. La grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons plus nous abriter derrière aucune de ces deux idées pour proclamer quelque chose que nous appelons l'humanisme. Alors, j'ouvre une petite parenthèse parce que j'ai parlé d'humanisme, vous en avez parlé aussi, mais je n'ai pas défini cette idée. Alors je vais me permettre de la définir, car au fond, tout le monde se dit humaniste, c'est une idée qui veut plus tellement dire grand-chose. Oui, on est humaniste quand on n'est pas grand-chose. Oh, moi je suis humaniste. Bon, alors soyons rigoureux. Qu'est-ce que j'entends par humanisme ? J'entends trois idées. Premièrement, l'idée que l'humanité est une communauté morale. C'est-à-dire par le fait que nous sommes tous également humains, quel que soit le lieu de naissance, le type de culture auquel nous appartenons, nous formons une communauté morale de droits et de devoirs. Première thèse. Deuxième thèse, l'homme est non seulement une valeur en lui-même, l'humanité est une valeur, mais est la seule source de valeur. Sinon, vous pouvez croire qu'il y a d'autres sources de valeur, qu'elles viennent de Dieu, par exemple, mais ce n'est plus de l'humanisme. Et troisième thèse, tous les hommes, tous les êtres humains sont égaux. Voilà les trois thèses de l'humanisme. Ces trois thèses, elles ont eu un fondement théologique qui est devenu fragile et un fondement naturel qui est encore plus précaire. Alors, c'est ça la grande difficulté auquel essaye de répondre ce livre. Sur quoi fonder ces trois idées aujourd'hui où un grand nombre d'entre nous en Occident ne croient plus en un Dieu égalisateur, ne croient plus en une justice divine, et que ceux qui se réfèrent de plus en plus à un Dieu comme source unique de valeur, c'est rarement pour défendre l'égalité de tous les hommes, mais simplement, la plupart du temps, pour défendre l'inégalité entre ceux qui ont reconnu ce Dieu et ceux qui ne l'ont pas reconnu. Les mécréants, par exemple, qu'il faut donc, dans le meilleur des cas, convertir ou convaincre, et dans le pire des cas, exterminer. Donc, l'idée de Dieu aujourd'hui a cessé de jouer ce rôle de pouvoir fonder l'humanisme.
Donc nous nous trouvons dans une situation très particulière aujourd'hui, et un peu au bord du gouffre, qui explique, et j'en reviens aux objections initiales, qui explique les difficultés que nous avons pour défendre l'humanisme. Tout le monde se dit humaniste, mais en même temps, chacun veut défendre sa culture, sa nation, son bout de droits et d'avantages, d'intérêts. Par conséquent, le pari de la démonstration de ce livre, c'est qu'il doit être aujourd'hui, au XXIe siècle, possible de fonder l'humanisme à nouveau, mais non plus sur Dieu, non plus sur la nature, mais sur l'idée même d'humanité, sur l'idée même d'homme, et en particulier, et j'y reviens, sur une faculté tout à fait propre à l'homme, qui est cette faculté de parole, de langage, mais d'un langage très particulier, puisque c'est un langage qui nous donne accès à la possibilité d'un dialogue. Alors justement, j'aimerais rebondir sur deux choses. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas à l'heure actuelle, enfin reprenez, c'est dans votre livre, pourquoi est-ce qu'on ne recentrerait pas l'homme ? Pourquoi est-ce que la nature ne serait pas le principe ? Pourquoi est-ce que l'homme ne serait pas justement une partie dans le tout qu'est la nature et qui fonderait le principe de notre humanité, c'est-à-dire dans la nature, déjà d'une part. Et deuxièmement, vous parlez de dialogue, donc quelque part, est-ce que ça implique qu'on ne peut plus dire non plus que l'homme est un animal rationnel ? Alors, je réponds à la première question d'abord. Oui, l'homme est au centre de la nature. Nous le savons aujourd'hui mieux qu'à aucun moment de l'histoire de l'humanité, car seule l'humanité a conscience de vivre dans un environnement qui forme un tout que nous appelons la nature. Avoir conscience de l'ensemble de la nature, c'est avoir une conscience absolument humaine. Et j'allais dire, ceci rejoint un des points de départ dont vous êtes parti pour expliquer le paradoxe, c'est que dans la conscience que nous avons de notre humanité, mais qui, hélas, est sans conséquences pratiques, dans cette conscience, il y a l'idée que nous nous heurtons de plus en plus à des problèmes globaux. Changement climatique, épuisement des ressources, épuisement de la biodiversité, ne serait-ce que ces trois questions liées à ce qu'on appelle de façon globale l'écologie, mais aussi, pourquoi pas, aussi les risques atomiques, les risques de crise économique mondiale. Bref, il n'y a pas un seul des plus graves dangers auxquels nous nous heurtons aujourd'hui en quelques lieues de la Terre qui ne soit un danger qui fait courir non seulement à l'existence présente de l'humanité, mais à l'existence future. Alors, j'en viens au point précis que vous posez et auquel je consacre en effet quelques dizaines de pages. Est-ce que le fait que nous soyons des êtres naturels, ce que personne ne peut constater, au sein de la nature, rompt avec l'idée d'humanisme ou est en contradiction avec l'idée d'humanisme? Je n'en crois rien, je crois même exactement le contraire. Et je crois même que si nous accordons de la valeur à la nature, comme on dit, ou à l'environnement, c'est précisément parce que nous savons que c'est la condition de la survie de l'humanité. Il faudrait rentrer dans un débat qu'on appelle, qui est très discuté depuis une trentaine, une quarantaine d'années dans les théoriciens de l'écologie, c'est ce qu'on appelle le débat de la valeur intrinsèque. La question est de savoir si la nature, sans l'homme, imaginez toute la nature est faite disparaître de cette nature toute existence humaine. Est-ce qu'elle a une valeur en elle-même? Alors, première réponse, oui, pourquoi pas, etc. Le problème, c'est que si vous faites disparaître l'être qui est capable d'évaluer le tout, quelle peut être la valeur de la chose qui reste? Alors vous allez me dire, oui, mais tous les
êtres vivants valorisent une partie de leur environnement. Chacun, dans sa niche écologique, accorde une valeur, même si ce n'est pas avec, par un raisonnement, même si ce n'est pas avec des arguments, mais le seul fait que un herbivore se nourrisse d'herbe, eh bien, il va accorder de la valeur aux conditions qui permettent sa survie et la survie de son espèce. Ça n'est pas une valeur réfléchie, mais c'est une valeur réelle. Le problème, c'est que dans la nature, ça ne s'additionne pas. C'est-à-dire que l'écosystème du loup et l'écosystème du mouton ne s'additionnent pas les uns et les autres. Que ce qui valorise l'environnement qui est valorisé ou la niche écologique qui est valorisée pour l'un rentre en contradiction avec l'autre parce que dans la nature elle-même, il ne peut pas y avoir d'unité ou d'harmonie, sinon du point de vue de l'humanité, pour qui l'ensemble forme un tout. Mais du point de vue de chacune des espèces, il n'y a pas de tout et il n'y a pas de totalisation possible. De telle sorte que, je dis l'idée que l'homme est le seul être capable de valoriser son environnement, que nous appelons la nature, n'est pas une raison de dévaloriser cet environnement, c'est au contraire une raison, et la plus importante en tout cas, qui donne sens à notre action pour que se perpétue l'humanité, pour que l'humanité soit toujours possible. Comme je l'ai dit dans un livre précédent, au contraire de ce que disent les post-humanistes, ce n'est pas l'immortalité de chacun d'entre nous que nous devons viser, c'est l'immortalité de l'humanité elle-même. Et le fait que nos enfants et les enfants de nos enfants et les enfants de nos enfants de nos enfants, etc., puissent vivre dans une planète qui demeure saine, eh bien, est une exigence humaine et qui nous incombe aujourd'hui. La deuxième question, c'était, oui. On ne peut plus trop dire maintenant qu'on est un animal rationnel, vu qu'on sait que les animaux sont rationnels dans une certaine mesure, et en plus, cette faculté de calcul qui était le propre de l'homme, qui a été aussi admis au XVIIIe siècle avec les Lumières, la raison, la frontière est floue et avec les animaux et avec la machine, justement. Alors, en effet, la définition traditionnelle de l'homme, c'était l'homme est un animal, voilà le genre auquel il appartient, et rationnel, voilà la différence qui le distingue de tous les autres animaux. Alors, qu'entend-on par raison ? C'est une question très classique. Il y a plusieurs façons de l'entendre. Si on entend par raison une faculté intellectuelle, purement intellectuelle. Vous avez raison, la faculté intellectuelle, il y a des animaux très intelligents, il y a des machines très intelligentes. Donc, ce critère-là est insuffisant. Si on entend par raison la capacité seulement de raisonner, on la trouve de façon encore plus développée dans certaines machines capables de battre les meilleurs raisonneurs du monde, les mathématiciens ou les joueurs d'échecs. Si on entend par raison la capacité intellectuelle de s'adapter à des situations nouvelles, on la trouve chez certaines espèces animales et notamment chez certains primates de façon extrêmement développée. J'ouvre une parenthèse simplement pour dire qu'il est devenu à la mode depuis une dizaine d'années. Il suffit d'ouvrir la radio ou d'ouvrir le journal pour entendre qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et l'animal, que toutes les aptitudes qu'on croyait hier propres à l'homme sont aussi partagées par les animaux, etc. C'est évidemment une nouvelle idéologie qui s'explique pour des raisons éthiques, c'est qu'on veut que nous traitions bien les animaux et par conséquent, on veut qu'il y ait une continuité homme-animal. Mais il est clair cependant qu'il y a un gouffre, qu'on le veuille ou non, entre les aptitudes humaines et les plus hautes aptitudes animales. Mais pour deux raisons absolument naturelles.
Il ne s'agit pas de dire, sous prétexte que l'homme est une créature divine. Non, pour des raisons absolument naturelles. Premièrement, toutes les espèces de homo, d'hommes, ont disparu. Les néandertaliens, toutes les espèces d'hominidés entre nous et nos plus proches cousins, comme on dit, les primates, les bonobos ou les chimpanzés, ont disparu. Par conséquent, il y a ce gouffre qui est le fruit de l'évolution, qui fait qu'il y a une espèce parmi toutes les espèces humaines qui ont existé, qui est l'espèce Homo sapiens. Peut-être qu'elle a exterminé les autres, on n'en sait rien, mais donc il s'est creusé ce gouffre. Deuxièmement, nos plus proches cousins, comme on dit, même si nous les admirons et nous les trouvons très sympathiques, ils n'ont jamais plus pu être autres, vivre ailleurs que dans leur écosystème sylvestre. Ils n'ont jamais pu coloniser l'ensemble de la planète. Depuis Homo erectus, n'est-ce pas, l'homme a colonisé toute la planète et a pu s'adapter à tous les écosystèmes possibles, vivre dans le grand froid, vivre dans la forêt tropicale, vivre dans les pays tempérés, etc., et en créant des techniques. Alors, en dehors de cela, j'ajoute le développement exponentiel des techniques, etc. Peu importe. Et j'ajoute un troisième point. Ce qui fait que ce gouffre ne cesse de s'accroître, c'est parce que la culture humaine il y a un effet qu'on appelle l'effet cliquet de la culture humaine, c'est qu'elle est exponentielle. C'est-à-dire qu'elle se développe et on ne revient généralement pas à des stades antérieurs du développement des cultures et des techniques. Ce qui n'est pas le cas des cultures dites animales. Par conséquent, il y a ce gouffre qui est à la fois évident et qu'on doit expliquer. Alors, est-ce qu'on va expliquer ça par la raison ? Je dis oui en un sens, si on redonne au mot raison son sens, disons plutôt étymologique, celui qu'il avait pour les philosophes anciens, dans lequel le mot logos signifie à la fois raison, faculté de raisonner, et logos, faculté de parler. Faculté de raisonner en parlant, faculté de parler tout en raisonnant. Le logos, au sens que je prends, que je traduis plutôt par raison dialogique, ça n'est ni le langage ni la raison, c'est quelque chose qui naît de leur intime identification. Et je prends un exemple. Le langage humain, ça n'est pas simplement une capacité de s'exprimer. Si on me marche sur les pieds et que je crie « aïe », c'est que je m'exprime, et beaucoup d'animaux ont la faculté d'exprimer des émotions. Ça n'est pas non plus la faculté de communiquer des informations, et beaucoup d'animaux, même des insectes, on sait par exemple, on a beaucoup travaillé sur le langage comme système de communication chez les abeilles par exemple, ça n'est pas un simple système de communication. C'est beaucoup plus que ça. C'est évidemment un système d'expression et de communication. C'est un système qui permet le dialogue parce qu'il permet que nous parlions, vous et moi, de la même chose tout en disant des choses contraires. Et ça, c'est dû, entre autres, à quelque chose qui nous est propre, c'est la faculté de dire et de penser la négation, le non. Eh bien, cette faculté que nous avons quand vous dites quelque chose de dire non et de dire le contraire de ce que vous avez dit, cette faculté-là, elle est proprement humaine et elle est à la base de toutes les formes d'expression proprement humaine, à commencer par ce que j'appelle le dialogue. Est-ce que c'est pas justement, et je vous renvoie là-dessus, la faculté aussi de pouvoir exprimer son indignation ? Parce que vous faites aussi cette distinction-là entre l'expression de la colère qui est propre aux animaux aussi, mais par rapport à l'homme, vous parlez justement d'émotions d'indignation. Alors, en effet, je distingue différents... On dit souvent les animaux éprouvent des émotions et expriment des émotions. Oui, c'est vrai. Si on se tient aux 3 ou 4 émotions de base, plaisir, douleur, colère, etc. Mais il y a des émotions qui sont proprement humaines. Alors évidemment, la liste serait très longue des émotions proprement humaines, n'est-ce pas ? Le deuil, la nostalgie, etc. Bien, même si, d'une manière générale,
L'émotion de base qui est la tristesse peut être partagée par certains primates. Les émotions extrêmement fines, comme celles que je viens de citer, sont évidemment proprement humaines. Mais ce qui m'intéresse, c'est les émotions proprement morales. Quand vous êtes victime d'une injustice, vous éprouvez du ressentiment, vous éprouvez de la colère. On vous marche sur le pied exprès, ça vous met en colère, ça vous donne peut-être envie de vous venger ou de porter plainte dans le meilleur des cas, ou de vous venger. En tout cas, vous êtes en colère. Ça, c'est une émotion naturelle de base, si je puis dire. Mais lorsque vous assistez à quelque chose qui vous paraît injuste, dans lequel vous n'êtes pas partie prenante, quand vous assistez, par exemple, pour prendre une expression familière au XVIIIe siècle, aux infortunes de la vertu, ou au contraire, aux prospérités du vice, vous voyez quelqu'un d'absolument salaud notoire qui, à chaque fois qu'il commet de plus en plus de méfaits, de crimes ou d'injustices, on sort à chaque fois grandi et gravi les échelons de la hiérarchie sociale. Vous n'êtes absolument pas impliqué, ça ne vous concerne absolument pas. Vous n'êtes pas en colère, vous êtes indigné. Et l'indignation, c'est une faculté que nous avons en tant qu'être humain de nous sentir partie prenante d'une injustice en tant qu'elle est injuste parce qu'elle nous semble contraire à quelque chose qui est proprement humain, qui nous indigne par conséquent, alors même que nous ne sommes pas partie prenante. C'est la grande différence entre une émotion que nous pouvons partager avec des compères animaux, la colère, et une indignation proprement humaine qui suppose le sens de la justice et surtout le sens de la réciprocité. C'est-à-dire que, en quelque sorte, l'idée de justice suppose qu'il y ait une réciprocité, même et surtout quand je ne suis pas impliqué là-dedans. Voilà pour la réponse à la question que vous me posiez. Vous avez encore d'autres questions? Non, c'est bon. Non, mais c'était pour savoir si il y avait peut-être des questions dans la salle. Alors, je vais vous donner la parole. J'aimerais juste vous poser une question par rapport à la justice, pour qu'on reste là-dedans, et après je vous donne la parole. Je commence. Donc, concrètement, la justice est une idée universelle. C'est une question? C'est une question. Alors, la justice me semble être en tant qu'idée, une idée universelle ou universalisable. Elle est fondée sur l'idée de réciprocité. Il n'y a pas de justice sans deux idées qui sont corrélatives, qui est l'idée d'égalité et l'idée de réciprocité. Ce que A est à B, B doit l'être à A. Par conséquent, ça c'est le fondement de l'idée de justice qui, lorsque nous, je le répète, assistons à la commission d'une injustice, peut nous indigner. Est-ce que c'est une idée universelle? La question peut avoir deux sens. Est-ce que tous, nous avons en nous cette idée? Peut-être pas, peut-être qu'elle mérite d'être cultivée par l'éducation. Je pense que nous avons en nous nécessairement quelque chose qui relève de l'idée de justice. Ne serait-ce que dans l'idée que, dès lors que nous sommes des êtres rationnels et que nous pouvons parler l'un avec l'autre, nous avons une relation qui est fondée sur l'égalité et sur la réciprocité. Ce que vous me dites, je peux le contredire. Ce que je vous dis, vous pouvez me contredire. C'est déjà une idée minuscule, atomique, mais qui est au fondement des idées beaucoup plus grandioses à l'échelle de l'humanité que sont la réciprocité et l'égalité à l'échelle de l'humanité. Prenons maintenant l'idée de justice dans toute sa généralité. Dans toutes les religions, pratiquement, vous avez l'idée qu'il devrait y avoir le règne de la justice. Et si par conséquent, cette justice n'existe pas sur Terre, c'est qu'il doit exister un autre monde dans lequel, eh bien,
les justes seront récompensés et les injustes punis. Que ce soit sous l'idée d'un jugement dernier, comme dans les représentations populaires occidentales, ou que ce soit sous la forme de la réincarnation, comme dans certaines religions orientales. Il y a donc quelque chose comme des universaux de justice selon lesquels il doit y avoir un autre monde en dehors de celui-ci, puisque celui-ci, nous devons constater, hélas, ce que j'appelais les infortunes de la vertu et les prospérités du vice. Très bien, merci. J'avais envie de vous embêter parce que vous vous appuyez beaucoup sur Éthique à Nicomaque, évidemment, aristotélicien, et je trouvais que cette idée justement d'universalité de la justice, où il y avait une multiplicité de formes d'injustice, on reconnaissait quand même, on était capables tous de reconnaître la justice, qui est une idée un peu platonicienne. Oui, il y a énormément, mais là vous apportez de l'eau à mon moulin. L'universel de la justice passe par une très grande diversité de droits, passe par une très grande diversité de systèmes juridiques. J'ai aussi tenté de le montrer à travers l'exemple des droits de l'homme, auquel on a pu faire parfois le reproche d'être occidentalo-centriste, même s'il est vrai que les droits de l'homme donnent une certaine idée de la justice qui est née en Occident et qui est dépendant du contexte occidental dans lequel ils ont été proclamés au XVIIIe siècle et même dans lesquels ils ont été reproclamés en 1945, enfin 1946 à l'ONU. Tout ceci n'empêche que quand nous voyons les luttes qui se mènent aujourd'hui, qu'elle ce soit à Hong Kong, au Liban, en Algérie, au Chili, on peut prendre la carte du monde et de toutes les révoltes politiques ou sociales qu'il y a dans le monde. Qu'est-ce que c'est ? J'ajouterais même dans tous les pays du Moyen-Orient, dans les pays arabes, si on remonte à ce qu'on appelle les printemps arabes, dans lesquels on disait mais que ce sont des civilisations qui sont rebelles aux idées que nous avons développées en Occident, l'égalité, la réciprocité, voire la dignité. Eh bien, au printemps arabe, on a traduit ce concept de dignité par un mot arabe, karama, qui est maintenant au centre de toutes les luttes dans ces pays arabes pour justement ce qu'on a appelé en Occident la dignité. Donc je pense qu'il y a des universaux de justice et qu'en dépit d'une mode de la relativité des valeurs, tout dépend des systèmes de valeurs, des cultures, etc. Je crois qu'il y a en effet des universaux humains. En tout cas, je vous invite, à les défendre parce que c'est notre seule planche de salut à nous autres humains. Merci. Des questions ? Salut, je ne sais pas. On ne peut que vous remercier de faire un travail aussi approfondi en ce qui concerne le statut si fragile, en effet, du rapport de l'humanité à l'universalité, sous l'angle de l'éthique et sous l'angle du droit. Mais ceci dit, je n'ai pas encore eu le temps de parcourir votre livre, je le ferai. Et j'en profite pour vous poser des questions assez directes. Est-ce que, je n'ai pas entendu dans votre plaidoyer pour l'universel, l'idée selon laquelle, quand même, depuis Copernic, depuis Darwin, depuis Freud lui-même, c'est Freud qui cite les deux précédents que j'indique, il n'y a pas un recentrage de l'homme par rapport à la nature, il y a un décentrement ou une excentration. Cette problématique du décentrement ou de l'excentration pose méthodologiquement, au-delà de Kant, la question, en effet, que vous posez assez clairement, mais j'aimerais savoir quel usage concret vous en faites, la question de la prospérité du vice et des infortunes de la vertu. Il y a un philosophe que vous connaissez certainement, Dufour, qui vient de publier un autre livre tout à fait intéressant dans la lignée freudienne, voire lacanienne, voire déridéenne, voire deleuzienne, de la problématique de l'inconscient, qui est quand même, semble-t-il, beaucoup oubliée par cela même dont vous dites avec raison, qui veulent abolir la distinction fondamentale entre l'exceptionnalité de l'être humain en relation avec, bien sûr, le continuum naturel, génétique, etc. Bon. Donc, la véritable problématique, c'est la suivante. Quel statut de l'autre au cœur de l'humanisme, au sein de Lévinas, par exemple? Quel statut de l'autre? L'autre de l'homme ou l'autre de l'humain, dont les camps de concentration Hiroshima nous ont appris, hélas,
que c'était un terminal qui relevait d'un tragique, dont l'inconscient de Freud est quand même une grille d'intelligibilité aujourd'hui intéressante à travailler, en raison même du fait que, à l'intérieur de l'être humain, Aristote déjà le posait dans l'éthique à Nicomachie, que ce soit dans l'amour, dans la justice, dans l'amitié, il y a la rencontre avec l'impossible. Cet impossible ne peut pas ne pas renvoyer à cette grande problématique structuraliste ou post-structuraliste, Lévi-Strauss, Bourdieu et Lacan, pour aller vite, et qui permet d'éclairer l'underground, les galeries, de la difficulté aujourd'hui de poser le rapport de l'humain à l'universel. La crise en France de la révolution laïque, qui s'effarouche devant un simple foulard d'une musulmane qui entrerait dans un lycée, est très révélatrice dans le détail de cette crise de l'universel au cœur de la diversité et du particulier, voire du singulier. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question et je vais en choisir une essentiellement. Vous avez fait beaucoup de références à des auteurs que je connais bien, que j'ai beaucoup travaillé, qui sont majoritairement des auteurs du siècle dernier, dont certains même ont été mes professeurs. Je vais répondre d'une façon indirecte pour l'instant. Les siècles pairs sont des siècles de la déconstruction et les siècles impairs de la reconstruction. Vous avez essentiellement cité des auteurs qui ont, au XXe siècle, mis en doute l'idée d'humanité, ou plus exactement ce qu'on appelait au siècle dernier le sujet. Vous avez fait appel à Freud, à Bourdieu, à Lacan, à Derrida, qui ont remis en cause l'idée de sujet et qui ont génialement montré, tout n'était pas nouveau et original, qu'il y avait un décalage entre la conscience que nous avons d'être ceci ou cela et la réalité qui, en fait, nous déterminait, quel que soit ce type de réalité, que ce soit l'inconscient freudien, que ce soit Lacan, l'objet petit a, que ce soit chez Lévi-Strauss des structures élémentaires dont nous ne sommes pas maîtres, etc. Bon. Je pense que ça, c'était l'objet d'un livre antérieur qui s'appelait Notre humanité. Je pense que ces idées ont été extrêmement fécondes, mais qu'il faut aussi en sortir. Et pourquoi faut-il en sortir ? Parce qu'elles ont comme face positive celle que vous avez dite, et comme face négative l'idée qu'il y a un certain nombre de concepts qui n'ont plus de sens si ces idées sont fondées. Par exemple, l'idée de liberté, par exemple, l'idée de responsabilité, par exemple, l'idée de la différence entre le volontaire et l'involontaire, par exemple, toutes ces idées qui étaient au fond des idées dont ils ont critiqué la naïveté, j'essaye, de livre en livre, de les réhabiliter en leur donnant un fondement qui est justement celui de l'être humain comme être de dialogue. Et par conséquent, j'essaye de fonder l'idée que, certes, nous pouvons être leurrés par ce qui en nous est conscient, par ce qui en nous paraît simplement volontaire et déterminé par nous, mais que nous ne pouvons pas totalement abandonner cette idée de conscience de soi, d'identité personnelle, de liberté et d'intention. Sans cela, eh bien, c'est la porte ouverte à l'indistinction entre le volontaire et l'involontaire, entre, par exemple,
la différence entre l'amour et le viol cesse d'avoir un sens, etc. Je ne dis pas, évidemment, que c'est quelque chose que vous avez, ne serait-ce que sous-tendu, mais l'idée que nous ne sommes pas au centre de nous-mêmes a considérablement eu le vent en poupe il y a une soixantaine d'années, pour des raisons qui étaient qu'il fallait critiquer un certain nombre de présupposés. Je crois qu'il faut aujourd'hui sortir des présupposés qui étaient celles de ces théories. Et je n'en veux pour preuve que quelque chose que j'ai dit au début. Le XXe siècle a été fondé sur l'opposition entre grandes oppositions qui structuraient l'humanité. Vous avez fait allusion à Lévi-Strauss. Le fondement de Lévi-Strauss, c'est l'opposition nature-culture. Bon. Chez Lacan ou même chez Freud, c'est l'opposition entre le désir et le besoin. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de proprement humain qui était le désir, et ce qui était animal, c'était le besoin lié physiologiquement ou corporellement, etc., à ce qui n'est défini comme animaux. Ces grandes oppositions, ces grands dualismes auxquels se sont articulées la critique du sujet auquel vous avez fait allusion, je crois qu'ils se sont effondrés depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, parce que nous sommes rentrés dans une ère nouvelle qui est l'ère de la domination de la biologie, des neurosciences, avec tous leurs avantages et tous leurs inconvénients, les techniques comportementalistes qui viennent s'opposer à la psychanalyse, les techniques adaptatrices qui viennent s'opposer aux techniques, à l'idée que nous sommes déterminés par socialement, etc. Donc, je vous réponds de façon indirecte, oui, vous avez tout à fait raison, mais est-ce qu'aujourd'hui, notre devoir n'est pas d'essayer de retrouver le fondement de quelque chose qui n'était pas au centre des philosophes ou des penseurs que vous avez cités, qui était le fondement de l'éthique universelle. Et c'est ma préoccupation, c'est-à-dire sur quoi aujourd'hui fonder l'éthique. Et ce livre n'est pas une critique des penseurs que vous avez dites, que vous avez cités, ou plutôt si c'est une critique indirecte, c'est parce que je cherche à donner un fondement rationnel aux universaux éthiques que je défends et que je crois que nous ne pouvons pas ne pas défendre. Excusez-moi cette réponse un peu indirecte. D'autres questions ? Merci. Alors moi, je ne suis pas du tout philosophe. Ah, pardon, vous voulez parler ? Ah, ok. Donc moi, je ne suis pas du tout philosophe. Hein. Je vous ai découverte avec les 3 utopies contemporaines. Et là, je suis en train de lire Plaidoyer pour l'universel. Et justement, il me semblait vous avoir quitté avec 3 utopies contemporaines, avec l'idée de cosmopolitisme. Et donc, est-ce que l'universel que vous avez l'air de défendre dans celui-ci, là j'ai juste commencé à le lire, hein, mais est-ce que l'universel, donc c'est une espèce de, il y a une réversibilité ou une synonymie cosmopolitisme universel, comment dans votre démarche, dans votre réflexion, vous organisez ça? Et il me semble que dans le cosmopolitisme, moi, dans les 3 utopies contemporaines, ce qui m'avait plu avec ce terme qui réapparaissait de cosmopolitisme, c'est qu'on était précisément dans une espèce de monde horizontal, enfin quelque chose. Alors qu'avec l'universel, et même dans votre intervention, quand vous définissez l'universel, vous êtes toujours sur ce degré supérieur, et tout à coup, on retrouve une espèce de verticalité, enfin quelque chose. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Enfin, voilà. Et je voulais savoir précisément, comment votre pensée évolue à l'ère sinon évoluer, enfin comment vous l'organisez. Je vous remercie de votre fidélité. Alors, vous avez raison. Ce livre, Plaidoyer pour l'universel, je dis que c'est le 3e volet d'une trilogie dont le premier volume paru en 2010, c'est Notre humanité, d'Aristote aux neurosciences, dans lequel je fais un parcours historique des 4 grandes figures de l'humanité, de la définition de l'humanité, à travers l'histoire. Et je montre à la fois leur face positive et négative.
je m'arrête à 4 endroits, l'Antiquité, Aristote, l'âge classique, Descartes, l'âge des sciences humaines, le XXe siècle, essentiellement, je viens d'en parler, et le XXIe siècle, les neurosciences. 4 définitions tout à fait incompatibles de l'être humain qui ont leur face positive et leur face négative. C'était le propos. Dans 3 utopies contemporaines, j'ai pris les choses par l'autre bout. C'est-à-dire, j'ai dit aujourd'hui, pourquoi l'humanisme est menacé. Il est menacé, les raisons, je les ai rappelées tout à l'heure, des 2 côtés, par une utopie qui est l'utopie que nous ne sommes que des animaux. Une utopie, c'est que nous pourrions être des dieux. Et je dis, la seule chance que nous avons, c'est de croire à une autre utopie, tout aussi utopique, impossible, mais qui peut sauver l'humanisme, qui est l'utopie cosmopolitique. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Cosmopolitique, c'est-à-dire l'idée que, je vais vous donner la définition il me semble la meilleure du cosmopolitisme. L'idée du cosmopolitisme, c'est l'idée qu'il devrait y avoir une justice globale. Ça veut dire une justice globale. Dans l'idée de justice, nous avons l'idée qu'il est injuste de discriminer les êtres humains selon leur naissance. C'est-à-dire, par exemple, selon le fait qu'ils soient nés noirs ou blancs, ou qu'ils soient nés avec tel don ou tel handicap, etc. Je dis l'idée de cosmopolitisme, c'est la généralisation de cette même idée. C'est que s'il est injuste de discriminer selon la naissance, il est injuste de discriminer les êtres selon leur lieu de naissance. Et par conséquent, l'utopie cosmopolitique, ça consiste à dire ce n'est pas parce qu'il habite ou qu'elle habite de l'autre côté de la frontière qu'elle doit être discriminée par rapport à celui ou celle qui habite de ce côté-ci de la frontière. Donc, à long terme, l'utopie cosmopolitique, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir une abolition des frontières et que nous ne formions qu'une seule communauté politique. C'est évidemment un rêve qui a des objections, etc. Mais c'est ça le cosmopolitisme, l'idée de justice globale. Bon. Ce 3e volume, je fais par rapport aux 2 précédents un pas en arrière et non pas un pas en avant. Je fais un pas en arrière en disant, mais au fond, dans mes 2 précédentes recherches, quelle était l'idée qu'il y avait derrière ? Que ce soit dans le premier volume, à travers les 4 figures de l'humanité, ou que ce soit à travers les 3 utopies, j'avais l'idée qu'il y avait une éthique que j'appelais l'éthique humaniste, qu'il fallait défendre. C'est au fond celle qui est à l'origine des 3 utopies contemporaines. Et je me pose la question, est-il possible de la défendre ? Et comment est-il possible de la défendre ? Il y a énormément d'objections, des objections relativistes. Les morales, les valeurs, les normes varient selon les moments de l'histoire, selon les continents, selon les cultures, selon les sociétés, selon les conceptions individuelles, etc. Y a-t-il un fondement à cette idée humaniste que j'ai développée par les 3 définitions que j'ai données, ou les définitions en 3 temps que j'ai données de l'humanisme ? Et donc, le cosmopolitisme, je le retrouve à la fin, rassurez-vous. Il faut que vous alliez jusqu'aux dernières pages, madame. Et oui, mais oui, vous n'êtes qu'au début, mais vous avez encore un petit chemin à faire. À la fin, en effet, je dis que parmi les conséquences de cette éthique que j'estime, à tort ou à raison, avoir démontré ou avoir fondé sur l'idée d'humanité, eh bien, comme conséquence, il faudrait défendre, entre autres, une politique cosmopolitique. Voilà, donc vous allez retrouver cette idée, mais je répète, c'est parce que par rapport au volume précédent, aux 2 volumes précédents, j'ai fait un pas en arrière en me disant, au fond, quel est le fondement de tout ça ? Pourquoi, comment est-il possible de défendre cette éthique-là ? Voilà, j'espère avoir répondu à votre attente et vous donner envie d'aller jusqu'au bout. Bon, moi, non, c'est déjà un peu dépassé, mais c'était pas pour réagir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au... Alors, moi, je connais mal Deleuze, mais par rapport à Freud, Lacan ou Bourdieu, je les ai jamais lus comme des penseurs déterministes. Au contraire, j'ai pensé que le fait de prendre conscience que l'on était
déterminé, entre guillemets, que l'on pouvait être animé par des habitus, que l'on pouvait... qu'au contraire, c'était une invite. Et là, moi, je rejoins l'humanisme, il me semble, à ce moment-là, pour l'homme à dépasser ses freins, ses blocages, enfin, ce qui, justement, l'empêche d'être libre. Hein. Et donc, au contraire, j'ai toujours lu ces auteurs comme des penseurs de la liberté. Et d'ailleurs, l'analyse, ce n'est rien d'autre que d'aller chercher, au fond de soi, ce qui nous détermine à notre insu pour s'en libérer. Hein. Et de la même façon, les habitus, prendre conscience qu'on est au quotidien, hein, que voilà, tiens, ça c'est quelque chose qui nous permet de nous en libérer. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Mais vous avez tout à fait raison, vous avez ce qu'on pourrait appeler une lecture spinoziste de ces auteurs, c'est-à-dire qu'ils nous ont appris nos déterminismes pour que nous puissions en prendre conscience, et que c'est cette conscience de nos déterminismes qui nous libère, qui nous en libère. C'est en effet une lecture tout à fait possible, et je ne la conteste pas, ce que je m'en prenais plus exactement au fondement, à la fois philosophique, métaphysique, épistémologique, de ces théories qui commencent par nier l'idée de sujet et l'idée que nous puissions avoir d'emblée accès à ce que nous sommes réellement. Voilà, c'était juste ce point-là qui m'intéressait et que je reprends dans ce livre d'une autre façon. Mais que vous ayez cette lecture humaniste de ces auteurs, j'en suis très heureux pour vous comme pour moi. Monsieur. La question qu'un lecteur peut se poser pose une question de terminologie. Si votre livre s'appelle « Plaidoyer pour l'universel », c'est que vous plaidez. C'est-à-dire, donc, vous avez peut-être des effets de rhétorique. Je n'ai pas encore commencé votre livre, mais j'ai vu dans votre présentation qu'en fait, vous philosophez sur l'universel et vous vous demandez si ces universels, si les universels peuvent fonctionner. Il y a une dizaine d'années, les gens s'intéressaient à l'universalisme européen avec Immanuel Wallerstein. Alors, il me semble que votre livre pourrait s'appeler, mais peut-être que le titre a été donné par votre éditeur, Philosophie de l'universel. Et il y a une dizaine d'années, moi j'appartiens au GREP, et on va vous rencontrer tout à l'heure, un professeur de philosophie qui avait commis une étude à l'Université du Mirail qui s'appelait Philosophie de l'universel. Alors l'universel, est-ce que c'est redevable d'un plaidoyer ou d'une philosophie ? Alors je vous remercie de ces questions. Alors il y a un titre qui est Plaidoyer pour l'universel, il y a un sous-titre. Et le sous-titre, c'est Fonder l'humanisme. Alors le véritable projet du livre, c'est celui qui est dans le sous-titre, Fonder l'humanisme. Plaidoyer pour l'universel, c'est un titre que je n'ai pas choisi, mais que je n'ai pas non plus de raison de refuser, qui était en effet donné d'accord avec l'éditeur ou l'éditrice, parce que je ne vous accablerai pas de la dizaine de titres auxquels nous avions d'abord songé. On s'est arrêté sur celui-ci, j'ai dit à condition d'ajouter un sous-titre qui serait Fonder l'humanisme. J'ai même songé, si vous voulez, encore un titre moins commercial, si je puis dire, qui était Fonder l'éthique humanisme. Alors là, non, c'est pas possible. C'est pas possible ce truc. Bon, donc on s'est arrêté là-dessus. Mais vous avez raison, ça n'est pas un véritable plaidoyer au sens rhétorique du terme. Je plaiderai néanmoins pour ce titre sur un point. Ceux qui l'ont lu, et il y en a je crois ici, savent que je donne une part très importante à des objections en permanence
je donne la parole à un objecteur, à des objecteurs imaginaires, et à chaque fois que j'avance une thèse, ou presque, j'imagine toutes les objections, et parfois elles sont nombreuses et très fortes, qu'on pourrait me faire, y compris parfois avec des noms d'auteurs, voilà, et parfois sans nom d'auteur, parfois des objections que je me fais moi. Alors si on entend par rhétorique la capacité à plaider pour une cause contre toute forme d'attaque argumentée, c'est plutôt ce que j'appellerais de la dialectique que de la rhétorique, au sens large du mot rhétorique, hein, c'est-à-dire la capacité à répondre et à défendre une thèse avec des arguments, ce que je ne trouve pas toujours chez beaucoup de philosophes. Et donc, j'ai un culte à la fois de la clarté et de l'argumentation qui me semble renouer avec une tradition philosophique dans laquelle je me reconnais. Et c'est pourquoi, tout en reconnaissant que ça n'est pas un titre suffisamment philosophique, je ne le renie pas entièrement. Bonjour, moi j'avais juste une petite question, enfin c'est plus une remarque tant qu'on est dans une forme d'essayer de renommer votre livre. Je n'ai pas lu votre livre, hein, pour votre information, mais en vous écoutant, j'ai plus l'impression qu'on aurait pu appeler votre livre « Plaidoyer pour un humanisme » ou pour l'humanisme d'une certaine manière. Et que vous placez... Fonder l'humanisme. Ouais, voilà, mais c'est intéressant que vous mentionniez le sous-titre du livre, parce que j'ai vraiment cette impression-là, et au final, est-ce que vous n'êtes pas... vous placez, en fait, et plaidoyer, ça c'est intéressant aussi, mais est-ce que vous placez pas, justement, dans une tradition très européenne, de l'humanisme, avec un système de vertu très platonicien, etc. Et qu'au final, ce que vous énoncez tout au mieux, c'est un universalisme, mais pas vraiment l'universel. Et donc vous rentrez dans une espèce de contradiction hegelienne qui dit que quand vous énoncez l'universel, vous énoncez en fait votre particularisme, quoi. Enfin, voilà, écoutez, si j'ai écrit ce livre, c'est précisément pour répondre à cette objection. Et je la fais à peu près à toutes les pages, c'est-à-dire, est-ce que c'est un universel qui est vraiment universel? Est-ce que c'est pas occidental, etc. Lisez-le, vous verrez si je réponds à cette objection. Alors, j'ai très mal répondu à cette question parce que j'ai écrit ce livre pour répondre à cette objection. Et si vous voulez, point par point, sur la question des droits de l'homme, je réponds de façon très précise. Est-ce que les droits de l'homme sont occidentalo-centristes? Alors, je développe tous les arguments traditionnels et que vous reprenez elliptiquement pour montrer que tout ça, c'est occidental, européen, etc. En montrant, qu'il y a en gros, par exemple dans les droits de l'homme, je vais répondre sur ce plan-là puisque c'est souvent comme ça qu'on attaque les choses. Il y a deux choses dans les droits de l'homme. Il y a une part qui est proprement universalisable et qui est repris par l'ensemble des peuples au moment où ils tentent de s'émanciper. Et il y a deux choses qui sont typiquement occidentales et qui sont typiquement ancrées dans leur lieu de naissance et dans leur date de naissance, qui sont d'une part ce qu'on appelle leur ontologie, c'est-à-dire l'idée qu'on conçoit, ça je l'ai critiqué de livre en livre, une communauté comme un ensemble d'individus dotés a priori d'existence et de droits individuels qui rentrent ensuite en société. Ça, c'est un préjugé occidental du XVIIIe siècle, hérité du XIXe siècle, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'individualisme. L'idée par ailleurs de droit subjectif que j'avais aussi critiqué dans 3 utopies contemporaines. Ça, c'est en effet un préjugé occidental très datable, et un deuxième préjugé occidental très datable, qui est l'idée que tout cela se fait dans un contexte laïcisé, dans lequel la communauté comme telle, ou la communauté ou le rapport au sacré a disparu. Alors ça, je réponds tout à fait à ces critiques en disant en effet qu'il y a, et c'est ce
qu'ont essayé de faire depuis une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années des gens qui ont, par exemple, déclaré des droits humains. Il y a eu des déclarations pour les peuples africains, pour les peuples asiatiques qui ont tenté de répondre à cette objection. Il y a eu d'autre part un certain nombre de tentatives d'adaptation aux contextes locaux, etc. Et je montre aussi que l'universel des droits de l'homme est retrouvé à chaque fois d'une façon particulière par les peuples lorsqu'ils s'émancipent. Je citais tout à l'heure l'exemple du concept de dignité qui a été retrouvé dans les luttes des peuples arabes contre leur forme d'asservissement au moment dit des printemps arabes. Et à chaque fois, dans toutes les luttes d'émancipation, vous retrouvez à la fois la part d'universel et une part qui est propre à la culture dont est issue cette lutte, etc. Et mon objectif dans ce livre, c'est de redonner une force émancipatrice, n'est-ce pas, à l'universel et de lutter contre toutes les formes par lesquelles l'universel a été détourné au profit, en effet, alors des entreprises d'asservissement qui souvent étaient occidentales. Et pas seulement. Il ne faut pas croire que les tentatives d'asservissement en Asie étaient faites au nom de l'Occident. La Chine, le Japon, par exemple, ont été des très grandes puissances d'asservissement qui n'avaient rien d'occidental et qui ont, elles aussi, se sont abritées souvent derrière l'universel. Enfin bref, je ne veux pas développer ce point puisque tout le livre est écrit dans cette optique, donc je vous remercie de cette objection et je regrette de n'avoir pas suffisamment bien défendu cette idée tout à l'heure, puisque vous avez entendu le contraire. On doit s'interrompre malheureusement, Francis Wolff allant à la TBS pour continuer la réflexion, et vous êtes bien entendu invité à vous y rendre aussi. Je voudrais le remercier pour sa venue, pour cet appel à la lecture et pour la générosité dont il fait preuve dans ses réponses aux différentes questions qui ont été posées. Merci à Sybille Géraud pour l'animation de la rencontre et merci au GREP pour l'organisation de tout ça. Vous venez d'entendre une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 26 octobre 2019, organisée en partenariat avec le GREP Midi-Pyrénées, avec Francis Wolff, auteur de Plaidoyer pour l'universel aux éditions Fayard. Francis Wolff a aussi fait paraître chez ce même éditeur Notre humanité en 2010, Pourquoi la musique en 2015, Il n'y a pas d'amour parfait en 2016 et Trois utopies contemporaines en 2017.